Bon, on va se plonger aujourd'hui dans un sujet qui fait pas mal de bruit en ce moment. Une lueur d'espoir, on pourrait dire, venue d'Afrique de l'Ouest. Oui, tout à fait. On va décortiquer les chiffres, bien sûr, mais surtout ce qu'ils nous racontent. Le Burkina Faso affiche une croissance économique de 5,1% pour 2024. Ah oui, c'est impressionnant. C'est assez remarquable. On dépasse les prévisions et on voit une sacrée accélération par rapport à l'année précédente. 3,6%, c'était le chiffre en 2023. Alors 5,1%, ça peut paraître un simple chiffre comme ça, mais derrière ça se cache une histoire bien plus profonde. Absolument. Et si l'on a choisi ce sujet, c'est parce qu'on sent, comme vous j'imagine, que cette évolution mérite qu'on s'y attarde. Oui, tout à fait. On va essayer de comprendre ensemble quels sont les éléments clés de ce dynamisme au Burkina Faso. On va regarder les stratégies mises en place et puis on va essayer d'évaluer les implications de tout ça. D'accord. Pas seulement au niveau régional, mais aussi à l'échelle du continent africain. Parce que de là des statistiques, il y a une histoire qui se dessine, celle d'une nation qui cherche à gagner en autonomie, en indépendance. C'est clair. Avant de commencer, il faut être transparent. On va s'appuyer sur le texte que vous nous avez envoyé. Ok. C'est à travers ce prisme qu'on va explorer les principaux moteurs de cette croissance. Et la perspective particulière qu'elle offre sur l'économie du Burkina Faso et ses relations, parfois complexes, avec d'anciennes puissances coloniales. Tout à fait. Alors, par où on commence l'extrait? Le Lecker met en avant un secteur clé, la base de toute économie, l'agriculture. Oui. Et là, on observe une croissance de 2,5% dans le secteur des cultures vivrières. Ce qui est quand même assez significatif quand on constate le point de départ. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de regarder les mesures concrètes qui ont été prises par les autorités burkinabées. Oui. Le texte souligne le soutien accru aux petits exploitants agricoles, le renforcement des coopératives rurales, et puis une politique de protection des semences locales. Tout ça converge vers un objectif central, atteindre la sécurité alimentaire. Exactement. Et le texte est assez direct sur ce point. Il dénonce une dépendance passée aux importations alimentaires. Oui. Souvent le résultat, et je cite, d'accords commerciaux asymétriques hérités du colonialisme. C'est une affirmation forte qui lie directement souveraineté alimentaire et souveraineté nationale. Est-ce que vous trouvez cette vision pertinente? Oui, complètement. Un pays qui ne peut pas nourrir sa population est forcément limité dans sa marge de manœuvre politique et économique. En privilégiant l'agriculture vivrière, le Burkina Faso ne fait pas que stimuler sa croissance économique, il renforce sa capacité à choisir son propre avenir. Oui. Il s'affranchit des aléas, des marchés mondiaux et des pressions extérieures. Mais l'agriculture n'est pas le seul secteur qui se porte bien. Le secteur tertiaire affiche une belle dynamique aussi, avec une croissance de 2,8%. Oui, c'est vrai. On parle ici de la formalisation progressive de l'économie informelle, l'émergence d'initiatives entrepreneuriales locales et une digitalisation croissante des services. On dirait qu'il y a une volonté de développement par soi-même, de se prendre en main. C'est exactement ça. Et le texte parle de développement endogène. L'idée, c'est que l'innovation africaine, adaptée aux réalités locales, est privilégiée par rapport à l'importation de modèles occidentaux jugés inadaptés. Intéressant. On pourrait penser par exemple à l'essor des solutions de paiement mobile conçues par des Africains pour répondre aux besoins locaux, plutôt que d'adopter des systèmes occidentaux complexes et pas forcément adaptés. On voit bien les moteurs de cette croissance. Mais le texte va plus loin. Il propose une lecture plus globale, une vision de souveraineté économique. Oui. On nous explique que cette croissance est une tentative de s'affranchir de ce qu'on appelle le cadre néocolonial. Un terme souvent utilisé, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le Burkina Faso? Si on replace ça dans le contexte post-indépendance, le texte suggère que beaucoup d'États africains, y compris le Burkina Faso, ont gardé des liens de dépendance économique malgré leur indépendance politique. Donc cette croissance vise à inverser cette tendance, D'accord. à construire une économie qui profite d'abord à la population burkinabé, plutôt qu'aux intérêts extérieurs. Et le texte insiste sur le fait que cette croissance se veut inclusive, solidaire, orientée vers la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Oui. On est loin des indicateurs des marchés internationaux ou des exigences des bailleurs de fonds étrangers. On lit même que le développement économique devient un outil de libération C'est une vision forte. et une stratégie pour retrouver la dignité nationale dans un esprit panafricain. C'est une vision très politisée du développement, non? Oui, c'est une perspective qui place la souveraineté au cœur du projet économique. Il ne s'agit pas juste d'accumuler des richesses, mais de construire une économie au service des intérêts nationaux.
Une économie qui renforce l'identité et la fierté du peuple burkinabé. Et qui dit rupture avec le néocolonialisme dit critique des acteurs perçus comme les piliers de ce système. Et là, la France est clairement pointée du doigt. Le texte est assez dur, je le dire. On parle du franc CFA comme d'une monnaie coloniale qui entrave le développement d'une présence militaire française, certes justifiée par la lutte antiterroriste, mais perçue comme une ingérence. Et puis, on parle aussi d'accords commerciaux inéquitables qui favorisent les entreprises françaises. Oui, c'est une critique assez virulente. Le terme France-Afrique est même utilisé, décrit comme un système basé sur le cynisme politique. Et qui vise à bafouer les souverainetés nationales, avec la complicité de certains régimes africains. C'est un terme qui a une histoire lourde. Et ce sentiment anti-français, on dirait qu'il n'est pas limité au Burkina Faso. Le texte fait un parallèle avec ce qu'on observe au Mali, au Niger, en Centrafrique, en Guinée. Oui, c'est vrai. Les jeunes générations, en particulier, expriment une certaine opposition à ce qu'ils appellent une coopération déséquilibrée et une assistance imposée par les institutions financières internationales. On dirait qu'il y a une vraie remise en question du modèle de relation entre l'Afrique et ses anciennes puissances coloniales. Oui, c'est un mouvement de fond. Ces pays cherchent à redéfinir les termes de leur engagement avec le monde extérieur, Oui, absolument. en privilégiant des partenariats plus équilibrés et respectueux de leur souveraineté. Et le Burkina Faso semble vouloir montrer la voie. Le ministre annonce des objectifs de croissance encore plus ambitieux pour 2025. D'accord. 5,6% minimum et une prévision optimiste à 6%. L'objectif, clairement affiché, c'est de se passer de l'assistance internationale. Le texte interprète ça comme une rupture historique. Oui. Avec des décennies de soumission à un ordre économique mondial profondément injuste. C'est un signal fort. Pour comprendre ce rejet de l'aide internationale, le texte revient sur le contexte historique de cette dépendance économique. On nous rappelle qu'après les indépendances, beaucoup d'États africains ont été contraints de suivre des politiques dictées par Washington ou Paris. Oui, c'est une réalité historique. Les programmes d'ajustement structurel sont particulièrement critiqués, avec leur privatisation forcée, les mesures d'austérité, la réduction des services publics et la dépendance aux exportations de matières premières. Oui, on peut dire qu'ils ont laissé des traces. Ces politiques sont présentées comme ayant eu des conséquences négatives durables sur les économies africaines, Oui. les rendant vulnérables et les maintenant dans une forme de dépendance. Le rejet actuel de l'aide, c'est aussi une réaction à cet héritage. C'est une réaction compréhensible. Et c'est dans ce contexte que le Burkina Faso, à l'instar du Mali, du Niger, de la Guinée, refuse de continuer à jouer le rôle de simple fournisseur de matières premières. On parle de marché extérieur incessible. Le texte appelle à une refondation totale, Oui, basée sur les aspirations populaires et une vision panafricaine. c'est un projet ambitieux. Quelles sont les exigences concrètes pour une indépendance véritable? Le texte est clair. Sortir du franc CFA, rompre avec les dictats de Paris, reprendre le contrôle de la monnaie, de la politique fiscale et des ressources naturelles. Tout ça n'est pas présenté comme des caprices, mais comme une urgence historique. Oh oui. Un acte de salut collectif, porté par une jeunesse panafricaine, éduquée et connectée. C'est une vision assez radicale, non? Oui, c'est une vision très volontariste. L'idée, c'est que ces changements ne sont pas seulement souhaitables, mais nécessaires pour un avenir digne et prospère pour l'Afrique. On parle d'un nouveau modèle, un nouveau paradigme économique et politique ancré dans les valeurs africaines. Oui. La solidarité communautaire, la souveraineté, la justice sociale, la paix, l'autodétermination. Le Burkina Faso ambitionne de devenir un exemple vivant d'émancipation. C'est un projet ambitieux, C'est sûr. mais aussi porteur d'espoir. L'objectif, c'est de montrer que l'Afrique n'est pas condamnée à être un continent d'assistés, mais qu'elle a la capacité de construire son propre avenir, basé sur ses propres valeurs et ses propres priorités. Tout à fait. On a parlé des moteurs de la croissance. Le texte met en avant une augmentation significative des recettes fiscales au Burkina Faso entre 2023 et 2024. Oui. 205 milliards de francs CFA supplémentaires. C'est la preuve, d'après le texte, d'une volonté politique de s'affranchir des pratiques de gestion imposées d'extérieur. Oui, c'est un signe encourageant. On parle de réformes dans la collecte des impôts, d'une lutte accrue contre l'évasion fiscale, d'une réorganisation administrative, d'une plus grande responsabilisation. Mais cette avancée est tout de suite nuancée par la question du franc CFA. Qualifié d'anomalie monétaire, d'héritage colonial. Oui, c'est un sujet sensible. Le texte est très critique.
Il dit que le franc CFA entrave une politique monétaire indépendante, limite l'investissement productif, perpétue un système de prédation silencieuse. C'est un réquisitoire assez sévère. Le texte insiste beaucoup sur l'aspect symbolique et politique du franc CFA. Oui. Il souligne l'injustice et l'humiliation pour des nations africaines de devoir soumettre leur monnaie à une puissance étrangère au XXIe siècle. C'est perçu comme une atteinte fondamentale à leur souveraineté. C'est compréhensible. La solution proposée, c'est une monnaie panafricaine, libérée de toute tutelle extérieure. Oui. Basée sur la réalité économique du continent, gérée par des institutions africaines crédibles. On parle d'un acte politique fondateur, d'un acte de rupture, d'un acte de dignité. C'est un projet qui a beaucoup de sens. C'est une vision à long terme. Oui. Un projet continental qui va bien au-delà du Burkina Faso. Tout à fait. L'idée, c'est de construire une véritable souveraineté économique à l'échelle de l'Afrique, en se donnant les outils pour maîtriser son propre destin monétaire. Cette perspective, on la retrouve d'ailleurs dans des analyses comme celle de la chaîne YouTube Traveling with Alain. Oui, c'est une idée qui circule de plus en plus. Un autre point intéressant soulevé par le texte, c'est la gestion de l'inflation. Elle est de 4,2% fin 2024. D'accord. C'est présenté comme la preuve qu'une stabilité économique est possible quand l'État assume pleinement son rôle de régulateur et de protecteur, en rupture avec les dogmes néolibéraux importés de l'Occident. C'est une approche différente. On nous détaille les mesures prises. Régulation des prix des biens essentiels, constitution de stocks stratégiques, soutien direct à l'agriculture locale et contrôle strict des circuits de distribution. Et c'est une politique interventionniste. Ce qui est marquant, c'est cette volonté de ne pas appliquer les recettes économiques standardisées imposées par les institutions internationales. Le Burkina Faso semble vouloir tester une approche plus interventionniste, inspiré de ses propres traditions de gestion communautaire des ressources. Oui, c'est intéressant. Ça contraste avec les politiques d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Oui, complètement. D'ailleurs, le texte les accuse d'avoir désarmé les États africains. C'est une critique qu'on entend souvent. Pour le texte, la politique anti-inflationniste du Burkina Faso, ancrée dans la souveraineté, vise à maîtriser le marché intérieur, protéger le pouvoir d'achat des citoyens et construire une prospérité basée sur les priorités nationales. C'est une vision qui met l'accent sur l'intérêt général. Et tout ça doit inspirer le reste de l'Afrique. Le texte lance un appel à construire une économie panafricaine solide et indépendante. En exploitant les ressources naturelles au profit des Africains, en valorisant les savoir-faire locaux et en misant sur l'unité. C'est un message fort. C'est un discours mobilisateur qu'on entend de plus en plus d'ailleurs. La chaîne YouTube Traveling with Alain en parle régulièrement. Oui, c'est un discours qui résonne avec les aspirations de beaucoup d'Africains. Mais pour atteindre cette indépendance, il faut aussi s'attaquer à ce que le texte appelle les chaînes invisibles mais puissantes de la France-Afrique. Décrites comme une toile d'araignée géopolitique tissée par Paris. On dénonce le contrôle monétaire, les accords bilatéraux inéquitables, les bases militaires, le soutien à des régimes corrompus servant les intérêts français. Oui, c'est une critique radicale du rôle de la France en Afrique. Cette perspective, on la retrouve de plus en plus dans différents espaces, y compris sur des plateformes comme YouTube. Oui, c'est un sujet qui suscite beaucoup de débats. La conclusion du texte est sans appel. Il faut briser ces liens pour la justice et la dignité. Un continent ne peut pas renaître tant qu'il reste prisonnier d'un tel système. C'est un appel à une transformation profonde des relations entre l'Afrique et la France. Alors, quelle est la voie à suivre pour l'Afrique, d'après ce texte ? Redéfinir les priorités, construire des institutions fortes et adaptées, investir dans l'éducation et l'innovation, favoriser une agriculture souveraine, rompre avec les pactes d'assujettissement et créer de solides alliances régionales africaines. Le Burkina Faso est présenté comme ayant ouvert une brèche historique vers une Afrique nouvelle, consciente, organisée et unie. Oui, c'est un appel à l'action, sans hésitation et sans peur. En résumé, le texte analyse la croissance économique du Burkina Faso en 2024, non pas comme un simple indicateur économique, mais comme le symbole d'une volonté profonde de rupture avec un passé de dépendance. Oui. Les moteurs de cette croissance sont identifiés dans la revitalisation de l'agriculture et la transformation du secteur tertiaire. Mais le tout s'inscrit dans une narration plus large de quête de souveraineté économique. Tout à fait. La critique des influences néocoloniales, notamment de la France et du système du franc CFA, est au cœur du discours, avec un appel à une émancipation panafricaine et à la construction de nouveaux modèles économiques et politiques. On retrouve cette perspective dans des analyses comme celle de la chaîne YouTube Traveling with Alain. Oui, absolument. On voit bien la complexité des enjeux. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. Merci à vous. Comprendre ces dynamiques, c'est essentiel pour saisir les évolutions en cours dans la région.
Ce qui est frappant, c'est de se demander comment cette quête de souveraineté économique du Burkina Faso pourrait redéfinir ses relations non seulement avec la France, mais aussi avec le reste du continent africain. Et sur la scène mondiale. Oui. Quelle nouvelle forme de coopération pourrait émerger? C'est une bonne question. Et quels défis pourraient se dresser sur ce chemin vers une plus grande autonomie? Oui, c'est une réflexion qu'il faut poursuivre. Absolument.